Allô chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur. Marco Foucault. Le rendez-vous des hommes prudents, nous y revoilà, mesdames, messieurs, bien le bonsoir et bienvenue à cette émission Allô chauffeur, le rendez-vous des hommes prudents. Je suis encore très ravi de vous retrouver, de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission qui vous éveille sur le comportement à adopter sur la route. Eh bien, nous sommes de retour avec un nouveau numéro et comme vous le savez parfaitement, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis avec Maître Alban César Nkunku avec qui nous allons parler de la conduite de nuit et les dépassements. Maître Alban, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous portez? Je me porte bien. C'est encore un plaisir de vous recevoir dans le studio 50. Alors, pour commencer, nous allons parler, comme je l'ai dit, de la conduite de nuit de façon bref. Est-ce qu'il y a une différence entre la conduite de nuit et la conduite de jour pour qu'on puisse aujourd'hui avoir tout un numéro consacré à la conduite de nuit? Je vais répondre comme suite. La conduite de nuit et la conduite de jour, elle est beaucoup différente. La différence, c'est surtout au niveau de l'éclairage, parce que la journée, nous avons le soleil qui éclaire et donc le conducteur n'a pas des efforts à fournir pour avoir une bonne visibilité. Mais par contre, la nuit, le soleil se couche. Automatiquement, il y a l'obscurité qui envahit et à ce moment-là, le chauffeur est obligé d'utiliser les feux que nous possédons dans le véhicule pour avoir la visibilité. Et cette fois-ci, la visibilité, elle est réduite. Bien sûr. Vous n'avez pas une visibilité comme il le faut par rapport à la conduite de jour. Et voilà pourquoi la conduite de nuit, elle est beaucoup dangereuse. Elle demande beaucoup de maîtrise, beaucoup de sagesse dans sa façon de faire et beaucoup de sens de responsabilité parce que c'est souvent la nuit que les accidents graves et mortels de circulation sont occasionnés. De surcroît, la nuit, à des heures données, la circulation, elle est libre. C'est-à-dire que la fluidité, oui, bien sûr, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas d'encombrement et quand le chauffeur n'est pas du tout responsable, il se permet de rouler comme un insensé. Oublions que la nuit peut te surprendre parce que tu n'as pas une visibilité aussi nette que par rapport à la journée. Voilà pourquoi cette conduite représente un grand danger pour les chauffeurs et pour les conducteurs. Parce que les conducteurs, c'est ceux-là qui conduisent les véhicules à titre privé. C'est dans le cas du tourisme, comme quelqu'un qui va dans sa voiture au boulot, il finit, c'est juste pour ses déplacements. Mais c'est différent d'un chauffeur parce que le chauffeur, c'est celui qui a fait de la conduite son métier. Ça veut dire que ça devient une profession. À ce moment-là, lui, il est au volant du matin jusqu'au soir. L'exemple d'un chauffeur de bus, d'un chauffeur de taxi, ils mettent beaucoup plus du temps au volant que par rapport au conducteur. Je veux beaucoup plus m'atteler sur les chauffeurs de bus et les chauffeurs de taxi parce qu'ils mettent beaucoup des heures au volant et à un moment donné, il y a comme qui dirait le cerveau qui commence à relâcher par le manque de repos parce que la fatigue, la fatigue, le sommeil. Et quand il arrive à forcer à travailler la nuit, la conduite devient de plus en plus dangereuse. Voilà pourquoi ils arrivent à occasionner des accidents souvent graves et mortels. Et à côté, il y a aussi l'éblouissement des autres phares, de ceux qu'on croise et tout ça. Tout à fait. Mais tout à fait. Les phares éblouissent la visibilité des autres parce que déjà quand nous conduisons, il y a le soir et puis il y a la nuit. Avant de rentrer dans la nuit, nous sommes d'abord dans le soir. Et quand il fait soir, autour de 18h, 18h30, le conducteur est censé utiliser les feux d'opposition. Les feux d'opposition rendent juste le véhicule visible sur une distance de 150 mètres. Et quand il fait soir, nous avons encore la visibilité. Encore une règle de la conduite automobile, se faire voir des autres. Tout à fait. Donc c'est pour se faire voir qu'on utilise les feux d'opposition qu'on appelle aussi veilleuse. Mais quand il est 19h, ça veut tout simplement dire que le soleil disparaît carrément et c'est l'obscurité qui remplace. À ce moment-là, nous avons besoin de l'éclairage dans le véhicule. C'est là où le chauffeur arrive à utiliser les feux de croisement, qu'on peut aussi appeler code, qui éclairent la route sur la distance de 30 mètres. Et sachant que nous avons des routes qui ne sont pas éclairées de façon générale dans Pointe-Noire, donc de temps à autre, les chauffeurs arrivent à utiliser les feux de route qu'on appelle phares. Mais sachant que les
les feux de route, on ne peut pas les utiliser quand il s'agit d'effectuer un croisement avec un autre véhicule. Parce que les feux de route éblouissent la visibilité de celui qui vient dans le sens inverse. Mais vous savez que cette notion n'est pas du tout connue par beaucoup de chauffeurs. Exactement. Parce que nous constatons parfois la nuit, il y a de ceux qui arrivent à effectuer des croisements tout en roulant avec les feux de route. Donc vous imaginez, quand vous arrivez à éblouir la visibilité de celui qui vient dans le sens, voilà, vous l'empêchez de voir, tandis que la conduite dépend de la visibilité. Parce que si vous ne voyez pas et que vous déplacez un véhicule, vous êtes un véritable aventurier. Parce que le véhicule, on le conduit. Et quand il s'agit de le conduire, on parle de le diriger en fait. Vous ne pouvez pas diriger un véhicule tant que vous n'avez pas vu. Donc ça veut dire que le chauffeur a besoin d'une bonne visibilité pour une bonne conduite. Mais si la visibilité a été éblouie par les feux de route utilisés par un autre usager, donc voilà pourquoi je viens sur ce que je venais de dire, que la conduite de nuit, elle est très très dangereuse et les chauffeurs sont censés respecter les règles qu'ils vont peut-être apprendre au cours de cette émission. Comment faut-il se comporter la nuit? Comment conduire la nuit? Et justement, puisqu'on parle déjà de comment conduire, on va déjà commencer par la vitesse. Est-ce qu'il y a une vitesse adaptée pour conduire la nuit? Voilà encore. La vitesse pose un grand problème. Pourquoi? Parce que la vitesse impacte le champ visuel. Évidemment. Plus que vous roulez vite, la visibilité devient de plus en plus réduite. Déjà, en roulant à 40 km/h, vous avez une vision de 100%. Ça veut dire que 100 degrés. Mais quand vous roulez à 70 km/h, votre vision est réduite à 70 degrés. Et quand vous roulez à 100 km/h, la vision est réduite à 45 degrés. Donc, il veut dire, plus que vous roulez vite, plus que la vision ne fait que chuter. Mais du moment où la nuit, la visibilité en elle-même, elle est déjà réduite. Et si vous utilisez encore la vitesse, donc imaginez la suite. Je venais d'assister à un accident la semaine passée, sur la route allant de Contrail en quittant Vungu pour aller à la pharmacie Pascal. Il y a un taxi 500 dans lequel je me retrouvais. Je venais de descendre pour faire passer quelqu'un qui était à l'intérieur, qui avait demandé son arrêt en fait. Mais une jeune fille de 15 ans, 16 ans par là, qui revenait d'une boutique avec son pain, qui se trouve devant le taxi 500 dans lequel je me retrouvais. Mais il savait que cette route n'a pas les accotements. Ça veut dire que les chauffeurs s'arrêtent à même la chaussée. Et quand il y a un arrêt sur la chaussée, et selon les normes, cet arrêt est considéré comme un arrêt gênant, mais un arrêt gênant, irrégulier, indépendamment de la volonté du chauffeur, parce que la route n'est pas équipée des accotements, ni des aires des arrêts, et du coup, le chauffeur qui venait derrière le moyen là où je me retrouvais, effectue un dépassement. Vous savez que cette route n'est pas éclairée, et la jeune fille s'était déjà engagée pour traverser la chaussée, et quand le monsieur s'engage, hormis ça, il roulait aussi vite comme quelqu'un qui avait une urgence. La petite surpris par le moyen, le monsieur surpris par la fille, et la fille a été percutée. Oh là là. C'est-à-dire que j'ai vu le sang couler, chair de poule, vraiment, c'était insupportable. Donc voilà pourquoi j'attire l'attention des chauffeurs qui sont en train de suivre cette émission, de faire excessivement attention quand ils prennent le volant la nuit. Évidemment. La visibilité est réduite. La nuit cache beaucoup de choses. Avec notre ville qui n'est pas si éclairée que ça. Donc vous imaginez, nous avons un grand problème parce que la ville n'est pas éclairée. Nous utilisons des routes qui sont non éclairées. De temps en temps, on peut utiliser les feux de route, mais sachant que autour de 19h, 20h, 21h, la circulation n'est pas du tout fluide parce que c'est les heures là où les gens commencent à rebrousser chemin pour rentrer à la maison après avoir travaillé. Donc à ces heures-là, vous n'avez pas vraiment la possibilité de rouler longtemps avec les feux de route. Nous sommes obligés d'utiliser les feux de croisement. Et quand on utilise les feux de croisement qui n'éclairent que la route sur la distance de 30 mètres, et quand vous avez un obstacle, un véhicule arrêté, c'est déjà très dangereux d'effectuer un dépassement parce que vous pouvez être surpris comme le monsieur là. Ici, attendez pas. Il a été surpris et il a renversé la jeune dame. Le sang coulait de partout. Et l'excès de vitesse aussi a joué de sa partition. Mais bien sûr, plus que vous roulez vite, plus que la vision, elle est réduite. Et le temps de réaction également devient le temps de réaction, réduit. voilà. Donc, quand on est surpris par un obstacle, et c'est ça qu'on appelle un obstacle
imprévisible. Mais ouais. vu votre vitesse avec laquelle vous êtes tenté de rouler, à ce moment-là, intervient quoi? Le temps de réaction qui peut aller au-delà de 2 secondes. Mais... Parce que l'obstacle n'a pas été vu au préalable. Donc, du moment où vous étiez surpris par l'obstacle, à ce moment-là, le temps de réagir, ça sera pas évident que vous puissiez éviter ces genres des accidents-là. Voilà pourquoi la nuit, il faut réduire la vitesse. La nuit, il faut multiplier la distance de sécurité. La nuit, il faut éviter d'utiliser souvent les feux de route en agglomération, même si nous avons des routes non éclairées, mais par les feux de route que vous avez utilisés, vous pouvez occasionner un accident parce que le fait d'avoir ébloui la visibilité du conducteur qui vient dans le sens inverse. Tout ça, ce sont des erreurs qui sont commises par les chauffeurs justement avant de prendre la route. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de se préparer à prendre la route avant de s'y mettre, surtout quand il fait déjà nuit? Et quand il fait nuit, c'est seulement si que votre activité, ce que vous faites, vous finissez par exemple au boulot à 18h30, certains 19h. Il y a de ceux qui sont au boulot jusqu'au-delà de 19h. Donc vous n'avez pas le choix. Ce que je peux peut-être demander que les chauffeurs essaient de réduire leur vitesse la nuit, rouler beaucoup plus autour de 40 km/h, parce qu'à 40 km/h, vous avez la vision à 100 degrés. Ça veut dire que la vision, elle est parfaite. Et c'est une vitesse qui est régulière, que les chauffeurs, en agglomération, déjà la vitesse maximale s'élève à 50 km/h. Ça, c'est bon le jour, mais la nuit, on peut réduire pour rouler à 40 km/h, parce que l'objectif, c'est lequel? C'est d'arriver à destination. Parce qu'on ne conduit pas pour la mort, mais on conduit pour la vie. Bien. Et au volant, il faut jamais faire la course à la montre. Parce que quand vous conduisez, votre but, ce n'est pas de donner la mort aux gens sur la route. Vous conduisez, c'est pour la vie, en fait. Donc, du coup, le conducteur, quand il fait nuit, il est censé être aussi responsable pour réduire sa vitesse en roulant à 40 km/h afin d'avoir une vision de 100 degrés. Et utiliser les feux de croisement pour respecter les autres qui viennent dans le sens inverse. À moins qu'il n'y ait pas un véhicule venant dans le sens inverse, on peut occasionnellement utiliser les feux de route momentanément et puis revenir en feu de croisement. Parce que tout le temps qu'on utilise les feux de route, tant que vous effectuez un croisement, vous pouvez occasionner des accidents, le fait d'éblouir la visibilité de ceux qui viennent dans le sens inverse. Là, j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui ne connaissent pas l'importance des feux de route qu'on appelle phares. On n'utilise pas les phares quand il s'agit de croiser un autre véhicule. Parce que les phares éclairent la route sur une distance de 100 mètres et les phares sont éblouissants. Ça éblouit la visibilité de celui qui vient dans le sens inverse. Du coup, il est strictement interdit de les utiliser en agglomération sur une route éclairée. On peut les utiliser, comme je venais de le dire, occasionnellement. Sachant que du côté opposé, il n'y a pas un véhicule que vous allez croiser. À ce moment-là, vous pouvez les utiliser pour renforcer un peu la visibilité. Et toujours dans la visibilité, je parlerai de l'acuité visuelle des yeux. Parce que j'ai constaté que il y a beaucoup de chauffeurs. Chez nous, je parlerai peut-être de la culture. Les gens se disent que porter les lunettes, c'est pour les gens de 3e âge. Il y a encore des gens qui ont encore cette mentalité-là. Il y a des enfants de 8 ans, 10 ans qui portent les verres. Bien sûr. Et les chauffeurs n'ont pas cette habitude, cette culture de se faire examiner par les ophtalmologues. Ceci devait se faire 2 fois dans l'année, en raison de tous les 6 mois. Donc un chauffeur est censé être suivi aussi par un ophtalmologue. Mais tout à fait. Donc tant qu'on peut corriger sa vue, il faut le faire. Mais tout à fait. Tous les 6 mois, il faut se faire examiner par un ophtalmologue quand on est chauffeur pour essayer de regarder l'acuité visuelle de ses 2 yeux. Et en passant, je dirais que le certificat médical devait être important dans le document à bord. Bien sûr. Parce que quand un chauffeur n'a pas une bonne acuité visuelle, de jour ou de nuit, il représente un danger permanent. J'en connais beaucoup qui n'ont pas une bonne vue, mais qui sont dans une croyance aveugle. Et moi, j'appelle la croyance aveugle, utiliser des tisanes, des trucs naturels, je sais pas, traditionnels qu'on met dans les yeux, sans l'avis du médecin. C'est un grand danger parce que j'ai déjà fait un accident à 2 reprises avec un chauffeur de 500 et je me suis posé la question de savoir, mais quand j'ai pris le renseignement, les
des amis m'ont dit, mais le chauffeur là, il voit pas bien. Il a sa croyance par rapport à l'église, là où il évolue. Donc, vous imaginez la suite. Il y a ces accidents de circulation qui sont occasionnés par le défaut d'une bonne acuité visuelle du chauffeur. Mais si déjà le chauffeur n'a pas une bonne acuité visuelle la journée, combien plus forte raison la nuit? Ça veut dire que c'est le pire. Donc, quand on prend la vitesse, on prend l'utilisation des feux de route qui représentent le danger, on prend aussi l'acuité visuelle du chauffeur lui-même, ça représente aussi un danger parce qu'il y a de ces chauffeurs qui ne savent pas leur acuité visuelle des deux yeux. 10 ans, il est au volant, il s'est jamais fait examiner par un ophtalmologue. Mais entre-temps, quand il s'agit, par exemple, de vous donner un numéro qui est dans son répertoire, vous allez vous rendre compte que ce chauffeur a un problème de vue parce qu'il a des problèmes pour récupérer le numéro qui est dans son propre téléphone. Ça dit qu'il fournit des efforts jusqu'à même éloigner le téléphone. Il y a de ceux qui ont une vue de près, il y a de ceux qui ont une vue de loin. C'est un problème de négligence. Bien sûr. Et j'attire l'attention aux chauffeurs qui sont en train de m'écouter de faire excessivement attention parce que l'accident a été toujours un événement malheureux. On peut conduire 5 ans, on s'efforce, mais quand l'accident arrivera, ça sera la tristesse et le chauffeur est toujours conscient. Il sait que si ceci m'est arrivé, c'est par rapport à mon acuité visuelle. Parce que l'homme ne peut pas tromper sa propre conscience. Exact. Quand on sait qu'on a un problème de vue, on est conscient, mais on fait le forcing. On ne devait pas le faire parce que la conduite dépend de la vue. Quand on n'a pas une bonne vue, la conduite devient un poison, elle devient amère. Tout ce que on fait au volant, ça va de pair à la vue. Quand vous avez une bonne visibilité, vous pouvez éviter beaucoup des accidents, beaucoup de dangers sur la route. Alors, chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Allo Chauffeur, comme vous le savez déjà, nous parlons de la conduite de nuit et des dépassements. Alors, juste pour les auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup parlé de l'éblouissement, au cas où certaines personnes pourraient se demander ce que c'est. L'éblouissement, c'est tout simplement les phares, sinon la lumière qui frappe vos yeux jusqu'au point de vous aveugler. C'est tout simplement cela qu'on appelle l'éblouissement. Maître Alban, on a parlé de la conduite de nuit en agglomération, mais qu'en est-il de la conduite de nuit hors agglomération? Nous allons par exemple prendre les cas sur la route nationale. On a récemment enregistré plusieurs accidents dans une société de la place, de transport de la place. Les auditeurs vont se retrouver eux-mêmes. Et parmi les raisons qui ont été avancées de ces différents accidents, c'était le fait qu'ils conduisaient de nuit. Donc il y avait la fatigue qui intervenait et toutes ces choses. Est-ce que cette question de mettre du temps au volant, surtout sur la route nationale, sur des longues distances, comment ça se présente en fait? Le fait de conduire longtemps un véhicule, il y a ce qu'on appelle la fatigue qui envahit tout d'abord le cerveau parce que faire 10 heures de conduite, 8 heures de conduite, c'est dépasser les limites. On peut conduire pendant 2 heures, 3 heures et puis reposer le cerveau et pour continuer la route. Mais quand vous prenez plus des heures au volant, ça impacte en fait votre cerveau. Donc si j'essaie de voir les accidents de circulation qui sont produits sur la route nationale, c'est souvent occasionné par la fatigue, la visibilité, la nuit et puis la vitesse. C'est beaucoup plus la vitesse d'abord. Et puis il y a la visibilité parce que j'ai déjà traversé le Mayombe la nuit, j'ai failli quitter la route parce que j'ai fait un aller-retour, ça veut dire que j'ai quitté Pointe-Noire à 13h, je me suis rendu à Doulézy et le même jour je reviens sur Pointe-Noire. Donc du coup 21h j'étais dans le Mayombe. Pas question peut-être de visibilité, mais j'étais fatigué. Le cerveau commençait à réclamer le repos. Mais moi, la capacité de concentration avait complètement baissé. Moi, je me suis dit, je dois forcer, il faudrait que je rentre à Pointe-Noire. Et à un moment donné, je commençais à somnoler au volant. Et heureusement qu'à mes côtés, j'avais le mécanicien qui était avec moi, qui a tapé sur ma cuisse pour me dire que non, maître, mais tu fais quoi? C'est à ce moment-là que je me suis réveillé en sursaut et que j'ai pris conscience. Donc, vous imaginez que j'étais exposé à un accident vraiment aussi grave. Donc, quand on a fait beaucoup d'heures au volant, on doit éviter de continuer à conduire. On peut s'arrêter, s'allonger pour au moins 30 à 40 minutes. Ceci suffit pour que le cerveau se retrouve. À ce moment-là, vous pouvez continuer encore à conduire. Mais si vous forcez les choses, à ce moment-là, les choses peuvent se tourner au vinaigre. Voilà pourquoi j'ai cité la vitesse, la fatigue et la visibilité. Les 3 choses qui font qu'il y ait souvent des accidents de circulation sur la route nationale.
Et ça se passe souvent la nuit. C'est des accidents graves et souvent mortels. Bien. Parce que la circulation, elle est beaucoup fluide. Il y a moins de véhicules. Les chauffeurs qui sont responsables et conscients, souvent ils les traînent vers Pilikondi et pour attendre 4 heures du matin afin de reprendre la route. Mais les chauffeurs qui sont irresponsables se permettent de forcer. Et quand ils le forcent, il oublie qu'il a déjà fait 4 heures ou 5 heures de conduite. Et à ce moment-là, quand le cerveau se fatigue, il prend des stimulants, de l'alcool, des whisky, des boissons fortes. Donc vous imaginez, tout cela c'est pour avoir de l'énergie. Mais ils oublient que la conduite dépend de ce qui est dans ton cerveau. Évidemment. À toi. Parce que le cerveau fait tout le grand travail. Tout ce que le conducteur fait au volant, ça vient du cerveau. Et tout ce que le cerveau fait, ça vient de la rétine. Et ce que la rétine fait pour transmettre, là, parce que la rétine, c'est la membrane qui est au fond de l'œil, qui arrive à transmettre les informations au cerveau. Donc, ce que la rétine fait, ça vient des yeux. Évidemment. C'est ce que les yeux ont vu. Quand les yeux ont vu, à ce moment-là, la rétine transmet le message au cerveau. Et le cerveau, après avoir reçu l'information, il l'analyse et tout part de là. Mais quand le cerveau est fatigué, parce que vous avez trop conduit, à ce moment-là, il commence à refouler les informations. Il y a le refus. Quand le cerveau refoule les informations, tant que les yeux sont ouverts, la rétine va toujours continuer à envoyer les informations au niveau du cerveau. C'est à ce moment-là que le cerveau arrive à impacter maintenant les paupières. Il y a l'assoupissement et vous commencez à somnoler. Voilà. Parce que le cerveau ne veut plus rien faire. Il veut absolument le repos. Sommeil. Exact. Il faudrait que tu te reposes, que tu fermes les yeux, dormir ne fût-ce que pour 40 minutes. C'est là où les chauffeurs commettent, au lieu de prendre le repos, à ce moment-là, il peut s'arrêter quelque part, ils s'empiffent de l'alcool pour prendre de l'énergie, parce qu'il s'est dit qu'il faudrait qu'il arrive. Entre guillemets, il court derrière le temps. Voilà, il se fait un défi. Dans la conduite, on ne fait pas de défi. Mais justement, monsieur Alban, vous qui êtes moniteur de l'école, une fois qu'une personne vient en conduite automobile, est-ce qu'il y a un module réservé à la conduite de nuit? Bien sûr, il y a un module sur ça. Comment faut-il conduire la nuit? Comment faut-il se comporter? Quelles sont les règles de conduite de nuit? C'est maintenant à l'apprenant, une fois qu'il a fini sa formation, c'est à l'apprenant d'aller pratiquer cela. Bien sûr. Parce que la pratique devient un problème individuel. La pratique devient un problème de conscience personnelle. C'est ta conscience à toi. Ça dit que quand tu fais le mal, ta conscience te repose que non, j'ai fait du mal. Parce que tous les chauffeurs qui se comportent mal, ne vous dites pas que non, c'est des gens qui n'ont pas été formés. Non. Il y a des chauffeurs qui ont reçu une bonne formation, mais qui sont arrivés au point où de se comporter de façon négative sur la voie publique. Ça, c'est un problème individuel. C'est un problème individuel. J'ai déjà croisé un apprenant que j'ai formé. Le fait de l'avoir appris que le corbillard n'est pas un véhicule prioritaire, et je le vois, il y avait un cortège, le corbillard devant et sur l'avenue de la Révolution au croisement de Foyer Thiétier. Lui, il était en taxi au volant avec les clients. Mais quand il voit le corbillard, quel est le comportement qu'il a tenu? Il n'a pas cédé le passage. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Il a klaxonné, il a forcé. Donc, 40 à 50 centimètres suffisait qu'il fasse un accident. Puisque lui, il était sur la principale. Ça veut dire qu'il a brandi sa priorité. Il s'est dit, je suis prioritaire. Je suis prioritaire voilà. Alors que priorité n'est pas sécurité. Voilà. La priorité, c'est une règle. Ce n'est pas un droit absolu. Il pouvait bien céder le passage à ce cortège. Ça lui coûtait absolument rien. Mais dans sa tête, il s'est dit que puisqu'il a appris que le corbillard n'est pas un véhicule prioritaire, à ce moment-là, moi, je ne suis pas là. Il applique à la lettre. Et il a mal appliqué. Donc, il y a aussi le caractère, le comportement. Et la compréhension de celui qui reçoit la formation. À ce moment-là, même moi, en tant que formateur, je l'ai condamné. Parce que les gens avaient crié, mais quand je regarde ça, c'est quel genre de chauffeur? Mais c'est un jeune homme que j'ai eu à former. Je me suis dit, bon, il a mal appliqué la règle. Ça lui coûte absolument rien de s'arrêter pour laisser passer le cortège. Parce que être prioritaire n'est pas synonyme de brandir la priorité à n'importe quel endroit. Exact. Et si le chauffeur de corbillard s'en foutait de son comportement, il devait y avoir quoi? J'ai toujours dit que brandissement de la priorité et refus de priorité égale accident. Exact.
Donc vous imaginez qu'il y a aussi la conscience, la compréhension de celui qui a reçu la formation, parce que quand on se retrouve sur le terrain, il y a aussi l'intelligence de la situation. Je suis en face d'une situation, c'est vrai que je suis prioritaire, mais je fais quoi? Puisqu'on m'a appris qu'on ne conduit pas pour la mort, on conduit pour la vie. On ne conduit pas pour les accidents. Alors, Monsieur Albon, rapidement, on va prendre le volet dépassement, puisqu'on parle déjà de la conduite de nuit. Qu'en est-il des dépassements la nuit? Par exemple, le cas que vous avez cité de l'accident que vous avez vécu, il y avait un problème de dépassement. C'est vrai que... Voilà, vous avez tout compris. J'ai même anticipé cela pour vous donner cet exemple-là, qui devait à dire que la nuit, les dépassements sont de plus en plus risquants. Il faut faire excessivement attention d'effectuer les dépassements la nuit. La première cause, c'est que il y a la réduction de la visibilité et la nuit, l'obscurité peut cacher un usager que vous ne voyez pas. Ce qui est arrivé à ce monsieur-là, c'était indépendamment de sa volonté. Il pouvait bien ralentir pour attendre le départ de ce taxi 500 parce que la chaussée était réduite. Non, il y a un véhicule qui venait du côté opposé. Donc lui, en fait, s'il a percuté la jeune fille, c'est parce que après avoir effectué le dépassement du moyen dans lequel je me retrouvais, comme il y a un autre moyen qui venait du côté opposé, aussitôt fallait qu'il puisse se rabattre du côté droit. C'est quand il s'est rabattu, parce que la petite était carrément à la limite, c'est en se rabattant qu'il a renversé la petite. Mais tandis que la règle du dépassement dit quoi? Après avoir effectué un dépassement, on ne se rabat pas aussitôt. Le rabattement se fait progressivement tout en gardant la même vitesse qu'on a utilisée pour effectuer le dit dépassement. Sauf que on ne peut que se rabattre du côté droit, qui est le côté du conducteur, une fois que nous avons repéré le véhicule qu'on venait de dépasser dans le rétroviseur interne. Et vous savez ça combien de mètres? Ce n'est pas à moins de 10 mètres. Vous ne pouvez pas repérer le véhicule que vous venez de dépasser dans le rétroviseur interne à moins de 10 mètres. C'est pas évident. C'est pas à moins de 10 mètres. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain une fois qu'on a effectué un dépassement à risque? Parce que du côté opposé, il y a un véhicule qui vient, on est obligé aussitôt de dépasser, aussitôt on se rabat. C'est ça qui a fait qu'il puisse renverser la petite, parce qu'il s'est rabattu aussitôt. Mais si il continuait son dépassement jusqu'à repérer le véhicule dépassé, la petite devait être protégée par le moyen là où je me trouvais, le moyen qui était garé. Yeah. La règle du dépassement n'est pas respectée. En fait, il y a beaucoup de chauffeurs qui ne savent pas comment effectuer un dépassement dans les normes, ce qu'on appelle dépassement régulier. En passant, je peux expliquer pour que les chauffeurs qui m'écoutent sachent à quel moment et comment peut-on effectuer un dépassement, que ce soit de jour ou de nuit. Pour effectuer un dépassement, il est question que le chauffeur soit rassuré que devant la route est libre. Signaler ses intentions en utilisant le clignoté du côté gauche, se rapprocher avec un décalage du véhicule qu'on veut dépasser, accélérer pour rouler plus vite par rapport au véhicule qu'on dépasse, tout en gardant un intervalle minimum de 1 mètre entre vous qui dépassez et le véhicule que vous dépassez. Vous gardez un intervalle minimum de 1 mètre, roulez plus vite jusqu'à ce que vous puissiez repérer le véhicule dépassé dans le rétroviseur interne. À ce moment-là, vous clignotez à droite et vous commencez à vous rabattre progressivement sans pourtant changer l'allure avec laquelle vous avez effectué le dépassement. C'est avec la même allure que vous allez vous rabattre. Mais il y a une condition. On ne se rabat pas tant qu'on n'a pas repéré le véhicule dépassé dans le rétroviseur interne. Et ce dit véhicule, vous le repérez autour de 10 mètres ou plus. Qui le fait, monsieur le journaliste? Aucun panneau de signalisation n'impose ou n'oblige le dépassement. Mais nous avons des panneaux qui interdisent le dépassement. Le dépassement, c'est une volonté personnelle. Et à chaque fois quand vous effectuez un dépassement, s'il arrive le moindre accident, la responsabilité vous revient. Parce que le dépassement s'effectue du côté opposé. Ce n'est pas votre côté. Pour dépasser un véhicule, on doit se déporter du côté gauche. Tout dépassement régulier se fait par la gauche. Quand vous dépassez un véhicule par la droite, ceci est considéré comme un dépassement irrégulier. Par la droite, c'est-à-dire en prenant la chaussée. Bien sûr. Donc voilà pourquoi je venais d'expliquer comment doit-on effectuer un dépassement selon les normes de la conduite automobile. Ne jamais être tenté d'effectuer un dépassement pour le plaisir de l'effectuer. Il faut être rassuré que vous aurez le temps de vous rabattre progressivement et que le côté gauche est largement libre. Dans le cas contraire, soumettez-vous au rythme du trafic. Le but,
c'est d'arriver à destination. Au lieu d'effectuer un dépassement à risque et au finish, vous avez échoué, la responsabilité vous sera collée à 100% parce que personne ne vous a demandé d'effectuer un dépassement. On ne fait pas le dépassement pour démontrer qu'on est le meilleur chauffeur. Alors, monsieur Alban, on est pratiquement à la fin de l'émission. Un dernier conseil à l'endroit des auditeurs qui vous écoutent. Le dernier conseil que je vais donner, c'est d'attirer l'attention de tous les chauffeurs et les conducteurs qui m'écoutent, de prendre un peu le sens de responsabilité quand ils font la conduite de nuit, de se faire examiner pour en savoir plus de leur acuité visuelle de ces deux yeux. Les consultations ne demandent pas aussi des millions de francs CFA. Il y a des ophtalmologues qui arrivent à consulter avec 3 000 francs, 5 000 francs et 10 000 francs. J'espère qu'on ne travaille pas de l'argent pour rien, mais c'est pour se faire plaisir. Exact. C'est très important qu'un chauffeur puisse se faire examiner tous les 6 mois en raison de 2 fois l'année afin de connaître son acuité visuelle. Quand ça ne va pas, il peut y avoir un traitement ou peut-être la prescription des verres qui peuvent corriger ta vue afin d'avoir une bonne visibilité. Car quand on parle de la conduite automobile, on voit la vue. Quand vous n'avez pas une bonne vue, ça devient un grand danger. Et la vitesse, les chauffeurs doivent faire excessivement attention de ne pas rouler aussi vite la nuit. Et même le jour également, ils doivent s'efforcer à respecter la vitesse réglementaire qui s'élève à 50 km/h en agglomération. Et la nuit, je leur conseillerais de rouler beaucoup plus à 40 km/h. Merci beaucoup, Maître Alban César Concours. Je rappelle encore aux auditeurs que nous parlions de la conduite de nuit et les dépassements sur la route, évidemment. C'était donc dans l'émission À le chauffeur qui s'achève ici. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à Monsieur Alban pour son expertise encore une fois de plus. Merci également à nos amis de l'autre côté de la technique. Il s'agissait bien évidemment de Flavien Landa, de Prince Iliambaya. Je suis Marco Foucault. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau rendez-vous des hommes prudents. Au revoir. Allô chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur. Marco Foucault.